Le thème que j'ai décidé de développer devant vous aujourd'hui, c'est investir dans l'immobilier social et puis bénéficier des avantages du Code des investissements. Cette présentation va se faire en 4 parties. Je propose un contexte en partie 1. En partie 2, je vais sur des notions essentielles. En partie 3, je vais sur l'immobilier social et les bénéfices du Code des investissements. Et puis, dans la partie 4, c'est vraiment un ramassé de tout ce qui a été dit au départ. C'est la rubrique en relation avec ce qu'il faut retenir. Je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mon collaborateur qui est fraîchement recruté dans mon équipe. Il s'agit de M. Aziz Yao, qui est le chargé d'études en charge justement du suivi de l'investisseur. Je démarre. OK. C'était pour que vous puissiez bien ouvrir vos blocs-notes, pour que vous puissiez avoir vos stylos prêts, que chacun puisse enregistrer si nécessaire. D'accord? Alors, la question du logement en Côte d'Ivoire est une question cruciale. Nul n'est censé ignorer que les politiques d'alors, qui étaient de faire un Ivoirien un toit, n'ont pas pu se mettre en route de toutes les façons. Voilà. Il y a un grand engouement au niveau de la population ivoirienne d'acquérir un logement auprès de bailleurs, auprès de personnes qui sont justement du métier, donc des promoteurs immobiliers qui bâtiront justement pour eux-mêmes. Et l'État de Côte d'Ivoire a souhaité depuis toujours accompagner cette dynamique avec la mise en place de réformes, de grandes réformes comme le CDMH, qui était vraiment le compte de mobilisation justement du volet de l'habitat. Il y a eu le fonds de soutien à l'habitat aussi à l'époque. Il y a eu le compte pour la mise en place d'un compte justement pour sécuriser les terrains industriels à l'époque. Il y a eu la mise en place de l'AGEF, que tout le monde connaît, et il y a eu l'ouverture de la BHCI. Toutes ces initiatives ont apporté quelque chose, mais ne pouvaient pas résoudre le problème crucial du déficit de parc immobilier à caractère social en Côte d'Ivoire. Il fallait donc retravailler la vision gouvernementale, il fallait aller sur un objectif qui permette justement de résoudre le problème. Et donc en 2012, à l'arrivée du président Alassane Dramane Ouattara, il a été décidé justement de renforcer le parc immobilier par la construction de 60 000 logements sociaux en Côte d'Ivoire. Des bailleurs, donc les promoteurs, ont été associés. Tout le monde s'est mis autour de la table pour bien comprendre la vision gouvernementale et pour pouvoir rentrer là-dedans et réaliser pour le compte du gouvernement tout ce qui était logement. Donc on allait sur un quota de 50 000 logements sur Abidjan et alentour, et puis près de 10 000 logements à l'intérieur du pays. Donc ce programme a été lancé. Il a eu ses défauts, il a eu ses forces. Il y a eu quelques-uns qui ont eu leur logement. Jusqu'à ce jour, il y en a qui sont encore dans l'attente. Mais l'État de Côte d'Ivoire, c'est la continuité. Les ministres changent, il y a des instabilités au niveau, on va dire, gouvernemental. Mais la politique doit être de même. Donc il faut rester focalisé justement sur les objectifs qu'on veut pouvoir tenir pour que justement chaque Ivoirien soit détenteur et puisse acquérir en toute liberté un logement qui respecte son budget, qui respecte ses ressources. Alors, le programme qui est le nôtre, avec le logement social, bon, je ne vais pas me substituer au ministère, quoique je sois la personne au niveau de notre administration qui est en relation avec toutes les administrations en Côte d'Ivoire. Pour le volet de l'information à caractère économique, vous êtes naturellement en relation avec tout le monde. Donc, le ministère de la construction est un ministère, comme on dit, point focal pour moi.
pour mon service et pour le CPC. Et nous sommes en relation avec eux. Au niveau de notre équipe, nous avions travaillé avec le ministère sur un dossier thématique, dossier que nous avons conduit et qui avait permis de renseigner les diplomates à l'étranger sur cette ambition-là, parce que l'État était ouvert pour se désengager du secteur productif et puis pour mettre en avant justement le secteur privé. Donc, tous nos représentants à l'extérieur, ce que nous appelons dans notre jargon nos relais d'affaires, il fallait leur en parler, il fallait leur vendre cette dynamique-là. Et donc, nous avons travaillé sur un dossier que j'ai un dossier thématique, sur la thématique justement du logement social. Okay. Donc, cette ambition a été portée haut. Des bâtisseurs sont venus. Les règles du jeu n'avaient peut-être même pas été très claires au départ. Il y a eu ce qu'on a connu, un engouement et un faible engouement. Et l'État est en train de continuer les choses avec le ministre actuel, M. Isaac. Il y a une vision qui est en train d'être préparée. Les coûts du logement social et économique vont être naturellement revus à la hausse pour que ceux qui sont bâtisseurs puissent bénéficier pleinement. Mais en même temps, regarder avec les banques comment est-ce qu'on peut réduire le taux justement d'acquéreurs là, immobiliers, pour qu'il y ait une bonne harmonie et que chacun puisse se retrouver dans le programme qui est mis en œuvre par le gouvernement. Parce que s'il y a eu erreur quelque part, s'il y a eu un blocage, un frein à un certain niveau, il faut noter que le frein a pu se faire, a pu être au niveau justement du coût du loyer, qui n'était pas tellement élevé. On allait sur des coûts de 5 millions de francs, vous alliez sur 10 millions de francs, et le coût le plus élevé pour le logement social, c'était 15 millions de francs. D'accord? Et avec la politique actuelle, le logement va osciller. Si vous n'aviez pas l'information, je vous la donne. Je l'ai eu fraîchement de la bouche du crapaud, donc je vous la livre. Et c'est une information qui dit que le logement va passer de 12,5 millions à 23 millions de francs. En tout cas, c'est ce que je sais de nos autorités. Alors, je vais aller sur les notions essentielles et puis vous donner des définitions. Comment on pourrait définir l'immobilier social ou le logement social en général? Le logement social ou l'immobilier social se définit comme un produit émanant d'une action volontariste des pouvoirs publics à travers des subventions directes ou indirectes et visant à loger des ménages à revenus modestes, moyennant un coût d'acquisition ou un loyer compatible avec leurs ressources. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Et ça permet justement d'acquérir sur la base de procédures simplifiées des logements par le canal du CEFAL, qui est une administration d'État, qui est le centre de facilitation des formalités d'accès au logement. Tout ce programme, en termes de notions générales, permet justement d'harmoniser tout ce qui est plan d'urbanisation au niveau de la Côte d'Ivoire et justement les plans d'urbanisation et le respect de tout ce qui est normes de construction, avec des VRD qui sont bien faites, avec des planifications bien orchestrées, avec des plans qui sont quand même, permettez-moi l'expression, potables, qui permettent aux familles justement d'avoir un cadre de vie amélioré, sain, dans lequel ils peuvent s'épanouir eux-mêmes, leurs enfants et tous ceux qui habitent avec eux. Je continue avec les définitions. Je vais sur ce que c'est que le Code des investissements. Le Code, je l'ai dit un peu tout à l'heure également, c'est un dispositif réglementaire qui tire sa substance d'une ordonnance. Et c'est l'ordonnance, je vais vous lire les références, numéro 2012-487 du 7 juin 2012. Il est adossé justement, il lui est adossé le décret numéro 2012-1123 du 30 novembre 2012. Et ce code, il est révolutionnaire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le tout premier code des investissements de toutes les façons, mais il est révolutionnaire pour ce que je vais vous dire tout à l'heure. Le tout premier code en Côte d'Ivoire datait de 1959. En tout cas, rassurez-vous, je n'étais pas encore née. 1959, c'était le premier code. Il y en a eu un plus tard, qui est venu en 1985. Et puis, on a eu un autre code
en 1995, et celui-là, vraiment, c'est le 4e. Il est de 2012, justement. Et sa vision, c'est de faire en sorte qu'il y ait des mesures d'incitation offertes aux petites et moyennes entreprises, contrairement à ce que tous les autres codes avaient fait au départ. On avait un focus sur les grandes entreprises en général. La PME n'avait pas une réelle définition de concept, donc du coup, on ne savait pas donner à la petite et moyenne entreprise des avantages qui lui permettent de bénéficier comme une grande entreprise de facilité. Donc, avec le code des investissements, qui est donc ce dispositif d'accompagnement, qui est le dispositif d'encouragement, l'État de Côte d'Ivoire dit, plusieurs secteurs d'activité sont éligibles aux avantages qui sont offerts par l'État de Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau du fiscal, que ce soit en création d'entreprise ou que ce soit en développement d'entreprise. Donc le code est vraiment un outil qu'il faut s'approprier, qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Et à partir de là, vous organisez mieux votre planification, vous faites un bon business plan sur la base des accompagnements qui sont offerts et ça vous permet de pouvoir tirer de la profitabilité, donc un gros profit au niveau du projet que vous sélectionnez. Qu'est-ce qu'il offre concrètement et comment est-ce qu'on pourrait le définir encore, ce code des investissements? Le code des investissements, c'est vraiment 2 régimes d'incitation. Quand on parle du code, il faut voir 2 régimes, c'est vraiment quelque chose de biface. Il y a le régime dit de déclaration à l'investissement. Il y a le régime dit d'agrément à l'investissement. J'avais voulu faire une présentation, donc j'avais fait ma belle présentation pensant que j'allais projeter et on n'avait pas eu la possibilité parce qu'on a l'élément qui ne marche pas, le barcode. Donc on ne pouvait pas projeter, mais je vais vous dire exactement, schématiquement un peu, on va pouvoir visualiser mieux ce que c'est que le code sur la base de ces régimes d'incitation. Le régime 1 que j'appelle le régime de déclaration que j'appelle régime 1, c'est vraiment le régime pour les plus petits investissements réalisés. Nous entendons par investissement tout ce qui est immobilisation. D'accord? Donc quand j'achète du matériel de travail, si ici était notre bureau, ok, on a du mobilier, on a des micros, on a donc tout ce qui est équipement technique, informatique et tout ça. C'est ce que vous appelez justement dans la logique comptable, tout ce qui est élément à amortir. Donc ces instruments-là de travail, on est censé les acheter une fois pour toutes. En tout cas, tant qu'on choisit la bonne gamme. Donc on est censé les acheter. Ils vont juste de toute façon perdre de leur valeur, mais ce n'est pas un instrument que vous achetez tous les jours. Donc quand on parle du code des investissements, il faut dire derrière, est-ce que je consens quelques ressources? Donc je mets à part quelques ressources pour pouvoir acheter du matériel de travail. Tant qu'il n'y a pas d'investissement réellement, donc il n'y a pas des avantages qui sont octroyés par le code. Donc le régime 1, qui est le régime de déclaration, il est régime de déclaration pour les investissements qui vont jusqu'à 200 millions, moins 200 millions, on va dire comme ça. Donc on a la fourchette, on ne peut pas dire de 0 parce qu'il y a toujours un investissement qui est réalisé, mais je me permets quand même de dire de 1 million jusqu'à 200 millions de francs. Et le régime d'agrément, lui, il commence à partir de 200 millions, on va dire 1 franc, jusqu'à X millions ou X milliards de francs. Donc là, voici la nuance au niveau du code. Quand on vous dit code, vous voyez 2 régimes, déclaration, agrément. Maintenant, le montant d'investissement qu'on va consentir, quand je vous parle des facilités offertes à la petite et moyenne entreprise, l'État dit je baisse quand même le seuil d'investissement pour qu'une PME qui en général ne réussit pas à faire toujours un gros investissement, je vais baisser le seuil des investissements pour que la PME puisse bénéficier des avantages, non pas du régime de déclaration, mais du régime d'agrément, donc le régime un peu plus grand. Parce que les avantages qui sont offerts, et c'est là qu'il y a la nuance, les avantages qui sont offerts sont plus incitatifs quand on est dans le régime 2 que
que dans le régime 1. Le régime 1, vous n'avez pas d'avantage au niveau de la douane, par exemple. Vous n'avez pas tout ce qui est exonération totale de TVA quand vous faites des importations. Vous n'avez que des avantages, on va dire, en exploitation. Donc quand je commence réellement à faire le travail. Tandis que pour l'autre côté, comme on dit, vraiment, c'est vraiment la meilleure option possible. Je gagne presque tout. Que j'enclenche le processus d'achat d'équipements qui viendraient de l'étranger, je bénéficie davantage au niveau de la douane parce que la douane me concède une remise de 40 voire 50% de droits de douane sur les équipements, les matériels et les premières pièces de réchange que je vais faire rentrer dans le cadre de mon projet. Il en est de même pour la TVA, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment supprimée. Donc vous ne payez pas de TVA quand vous faites rentrer des équipements, du matériel de travail et puis des pièces de réchange concernant ces machines-là. Ça, c'est la phase 1, c'est la phase justement d'investissement. Je fais des investissements et plus tard, après les 1 an ou 2 ans qu'on me concède selon le projet que je mets en route, ça peut être un peu moins. Mais si on va sur les industries, elles ont un process un peu plus long. Donc on leur donne 2 années pour boucler, on va dire, pratiquement tous leurs investissements avant de déclencher. Parce que quand vous demandez, par exemple, ici ce n'est pas le lieu, mais je vais vous permettre de mieux visualiser. Quelqu'un veut faire une industrie qui va faire une briqueterie, par exemple, pour rester toujours dans l'immobilier, dans le secteur du bâtiment. La personne veut faire des briques. La personne dit, je vais faire des briques, mais je n'ai pas de machine ici. Je peux aller à I2T pour acheter des machines, je peux faire des machines ici au local, mais je me suis trouvé un équipementier quelque part dans l'Asie qui va me ramener des machines qui me permettent de produire, de pondre des briques aussi rapidement que possible. Alors, dans la procédure d'importation de ces équipements, l'investisseur en général va passer les étapes de la création d'entreprise. On n'en parle même pas ici parce que je me dis c'est le préalable. Une fois qu'il a passé l'étape de la création, l'investisseur va monter son dossier. On lui aura dit à l'information, Monsieur Yao, moi-même, nos autres collaborateurs, on lui aura dit voilà ce qu'il faut faire, voilà le mode opératoire. Nous avons vraiment un logigramme très clair, une cinématique très claire qui vous dit étape 1 c'est ça, étape 2, moi je suis très méthodique, donc étape 1 ça sera ça, étape 2 ça sera ça, jusqu'à ce que la personne conduise parfaitement son activité. Donc l'étape 1 étant la création, l'étape 2 pour un industriel c'est de demander un terrain à usage industriel. L'étape 3 ça va être de faire son dossier d'impact environnemental si l'activité est vraiment polluante. On parlait de briqueterie, elle l'est. Donc il faudra passer cette étape, il faut faire justement l'étude. Et puis en 4e étape, c'est là que vous demandez à être éligible au code des investissements. Et il y a un mode opératoire, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est seulement quand j'ai fini de satisfaire à toutes ces conditions que je peux maintenant, en période de bénéfice, déclencher le processus auprès de mon équipementier de l'Asie pour lui dire ok, c'est la bonne période, il faut me faire venir les équipements. Une fois que vous avez les équipements qui arrivent, on a passé des étapes, mais il y a l'étape cruciale, si c'était une industrie, de pouvoir justement avoir son permis de construire. Et le permis de construire vous permet de monter les murs, de faire vos bâtis et de faire venir et installer vos machines. Sinon, vous faites venir des équipements, mais vous ne saurez pas où les stocker après. C'est pour ça qu'on donne 2 années à tous ceux qui sont industriels pour pouvoir justement réaliser leur industrie et puis démarrer leur projet en bénéficiant naturellement de tout ce qui est droit de douane et tout ça. Je parlais du taux, je disais 40 ou 50% de remise offerte sur le droit de douane. Les 40%, donc la valeur un peu minimale, concerne les grandes entreprises. Et la valeur plus intéressante, les 50%, concerne justement les petites et moyennes entreprises. Donc, quand je suis une grande entreprise, que je déclenche le processus d'achat d'équipements à l'extérieur, selon la cote, donc la nomenclature tarifaire douanière
qui est affecté à l'équipement que je fais venir, si on me dit que je suis la cote 1 et qu'effectivement en dédouanement je dois payer 25 francs pour tel équipement qui rentre, on va me donner pour la partie droit de douane, parce que le volet dédouanement prend en compte plusieurs aspects. Vous avez tout ce qui est redevance statistique, vous avez les prélèvements communautaires de solidarité et CEDEAO, vous avez la TVA à rajouter. Donc vous voyez que la TVA déjà, comme c'est 0%, vous ne payez pas les frais de TVA, les 18% vous ne payez pas. Et puis pour le droit de douane qui est affecté à la cote du produit, enfin que vous allez faire venir, là, selon le coût, on vous donne les 50%. Donc l'analyse qui est faite est une analyse qui est faite par votre transitaire. Vous vous mettez en relation avec un commissionnaire en douane agréé et c'est celui-là qui fait tout le travail pour vous. Ok? Je continue pour aller justement sur l'éligibilité des secteurs. Est-ce que tous les secteurs sont éligibles au Code des investissements? J'ai dit un peu non tout à l'heure. Je vais aller sur le détail. Tous les secteurs ne sont pas éligibles au Code des investissements. Tous les secteurs ne sont pas éligibles au Code des investissements. D'accord? Le secteur du bâtiment n'est pas éligible en général. C'est l'État qui a fait une concession spéciale pour l'immobilier social. Voilà pourquoi je me permets d'en parler avec vous, pour que vous puissiez bénéficier de mesures un peu plus intéressantes. D'accord? Je vais aller sur l'une des notions, pratiquement la dernière des notions que je juge essentielle de présenter ici, c'est la notion du zonage. Quand on vous parle du Code des investissements, c'est vrai, il faut voir les deux régimes d'incitation, il faut voir le seuil d'investissement réduit pour les PME, il faut voir les activités qui sont éligibles et celles qui ne le sont pas. Il y a des tests, vous pourrez passer chez nous. On a une liste par exemple de 160 projets et plus, et donc 160 activités qui sont classées comme éligibles pour le régime 1. Et donc pour les autres, toute autre activité n'est pas éligible à ce régime-là. Et en général, pour le régime plus incitatif, le régime d'agrément à l'investissement, là, la majorité des projets sont éligibles, sauf le bâtiment, le commerce, donc le bâtiment de luxe s'entend, le commerce et puis tout ce qui est secteur financier, bancaire aussi. La dernière notion, c'est le zonage. Le code, c'est aussi sa nouveauté, le code des investissements. Le code des investissements vous parle de notion du zonage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La notion du zonage, c'est pas bien compliqué. C'est une notion qui dit que la Côte d'Ivoire, pour des besoins d'harmonisation de l'investissement sur toute l'étendue du territoire, doit pouvoir diviser sa superficie en trois. Donc la Côte d'Ivoire est scindée en trois zones. La zone A, qui est la zone d'Abidjan et alentour. La zone B, là je vais vous dire les spécifications après. Et la zone C. Qu'est-ce qu'on entend par zonage? On entend par zonage la densité par ville et par localité. Donc quand vous allez sur Abidjan, vous êtes dans la zone de plus de 100 000 habitants. Donc Abidjan et district d'Abidjan en général, Anyama, Songon, en tout cas localité de Bingerville aussi, on a plus de 100 000 habitants. Donc là c'est la zone A. La zone B, c'est la zone où vous avez entre 60 000 et moins de 100 000. Et la zone C, c'est la zone où vous avez entre 20 000 et moins de 60 000. Donc 60 000 moins 1. Voilà la notion du zonage. Donc c'est vraiment la densité par ville qui détermine la zone dans laquelle vous allez exercer votre activité. Donc la zone d'implantation et d'exercice de l'activité. Et sur la base de la zone d'exploitation, vous avez justement droit à des avantages d'une durée plus ou moins longue. Abidjan étant suffisamment, on va dire, couvert en termes de
logement, si on doit mettre des avantages pour Abidjan, pour celui qui exerce une activité dans la périphérie d'Abidjan et alentour, là, ça sera vraiment sur 5 années de facilités offertes. Pour une grande entreprise, on lui donne 5 ans. Pour une petite, on lui donne 7 ans. D'accord? Pour le cas où vous êtes en zone B, vous avez donc des facilités un peu plus grandes. Vous avez 8 années qui sont consenties et 11 années qui sont consenties. 8 ans pour les grandes entreprises et puis 11 ans pour les petites et moyennes. Voilà pourquoi je dis les PME sont beaucoup plus accompagnées. En zone C, là, c'est tout le monde qui bénéficie de 15 ans. On va donner 15 ans pour qu'on puisse repartir le développement sur toute l'étendue du territoire pour harmoniser le développement. Parce que sinon, on retombe dans des travers que le gouvernement a toujours voulu réduire. On parlait à l'époque de l'exode rural. L'exode rural, c'est un terme que vous n'entendez plus beaucoup, mais l'exode rural n'a jamais changé. Le temps de venir sur Abidjan, pour se rabattre sur Abidjan tous, pour faire une activité sur Abidjan, tout le monde a envie de venir sur Abidjan. C'est une grosse agglomération et tout le monde est sur Abidjan parce que le développement est là. Alors aujourd'hui, on s'en va sur des projets où il faut aller créer des universités un peu partout. Et c'est pour ça que vous, qui êtes bâtisseurs, il faut pouvoir regarder tous les projets. Vous pouvez passer chez nous au niveau du CPC, au service information. On va ressortir un certain nombre de projets qui appellent votre expertise pour pouvoir, comme on dit, candidater, parce qu'en général, il y a beaucoup de PPP aussi, candidater et puis arracher certains marchés, être adjudicataire direct au marché ou bien sous-traitant et puis pouvoir réaliser pour le compte de l'État son ambition. Okay. Alors, j'arrive pratiquement, on n'est pas encore là-bas, mais on n'est pas loin, on est au point 3. Je vous avais dit le point 1, c'était mon contest, donc j'ai mis un contest, un cadre pour qu'on puisse comprendre de quoi on va parler. La partie 2 concernait tout ce qui est notion essentielle, pour qu'on comprenne ce que c'est que le logement social, l'immobilier social que vous connaissez mieux que moi, hein, si vous êtes promoteur. Je ne suis pas promoteur, moi je suis vraiment le rat de bibliothèque, je suis le chercheur du CPC, je suis toujours à la recherche d'informations, donc c'est vraiment pour arriver à la notion de immobilier social et bénéfice. Qu'est-ce que concrètement le code donne comme avantage? Parce que je vous ai présenté les notions de zonage, j'ai parlé de régime, j'ai parlé de seuil d'investissement, etc., etc. Mais il faut qu'on aille maintenant comprendre ce qu'on gagne concrètement. C'est vrai, quand on dit les régimes, le régime de déclaration, bon, on a dit que la partie douane, on ne l'avait pas. On a parlé que de la partie importation. Mais pour la partie fiscale, il faut qu'on comprenne aussi. Quand on est en exercice maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'en douane, ok, je vais bénéficier de mesures d'accompagnement pour dédouaner mes équipements. Mais est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Vous avez maintenant, quand vous exercez, quand vous lancez la machine et que les choses prennent, vous avez maintenant des exonérations d'ordre fiscal, donc sur les impôts majeurs. Et donc, on va sur l'exonération du bénéfice industriel et commercial. D'accord? On va également sur les exonérations de la patente ou des licences. On va également sur les exonérations de contribution à la charge de l'employeur. Et puis, selon le cas, sur les exonérations foncières. Les exonérations foncières. Je vais directement m'attaquer au régime un peu plus grand, qui est le régime d'agrément. Hein. Le régime d'agrément, pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on gagne, on va aller comprendre que justement, on fait un cas d'école. Je veux investir dans l'immobilier social en Côte d'Ivoire. J'ai le choix entre bénéficier des avantages qui sont offerts par le code des investissements ou aller au ministère. Le ministère aussi, par le biais d'une annexe fiscale, octroie des facilités à ceux qui sont dans le logement social. Mais bon, il s'agit de décider maintenant, d'analyser les deux cas et puis de sélectionner sur la base de ce qui vous paraît beaucoup plus incitatif,
de dire moi je préfère être adossé au code des investissements parce qu'en termes de dédouanement, j'ai tout ce qui est équipement et matériaux de construction qui viendront de l'étranger. Donc il est plus rentable pour moi d'être adossé justement à ce projet-là. Parce que quand je fais rentrer par exemple des carreaux, quand je fais rentrer un certain nombre d'équipements de travail là-bas, je ne les fais pas rentrer pour les vendre. Je ne suis pas dans l'activité commerciale, je ne suis pas dans l'achat pour revente. Je suis justement en train d'utiliser des matériaux pour le compte de mon activité et c'est plus tard, on ne voit plus la vente directement puisqu'il y aura de la valeur ajoutée. Vous ne ramenez pas une brique pour vendre une brique, vous ramenez une brique qui va vous permettre de faire un bâtiment. Et c'est le bâtiment qu'à dessin vous allez vendre. Donc nous, on voit qu'il y a de la valeur ajoutée et quand il y a de la valeur ajoutée, justement, on vous donne des avantages. Ok ? Donc tout ce qui est exonération, comment ça se passe exactement? C'est vraiment des exonérations qui sont consenties quand on part sur le bénéfice industriel et commercial et qu'on part justement sur la patente, la licence. Les exonérations sont données de façon dégressive. Donc, si on part sur le cas d'Abidjan, les 3 premières années, vous êtes exonéré totalement de ces impôts majeurs-là. Le bénéfice, quand vous avez votre bénéfice en griffe, vous l'empochez, il n'y a pas de problème. L'État vous le concède, vous n'avez pas de problème avec les impôts parce que c'est, on dit d'accord parti que l'administration a consenti à vous donner des facilités là, des encouragements. Donc vous ne payez pas le BIC pendant la première année, vous ne payez pas le BIC pendant la deuxième année, vous ne payez pas le BIC pendant la troisième année. La patente, vous ne la payez pas de la même manière, première, deuxième et troisième année. Les licences, vous ne les payez pas première, deuxième et troisième année, d'accord? Mais la 4e année, comme c'est dégressif, là, ça va être réduit un peu. Vous paierez à partir de là 50% et vous gagnerez 50% de facilité. Tandis que la dernière année, vous paierez 75% contre 25% de discount que l'État veut bien vous faire. D'accord? Donc voilà ce que l'État donne concrètement dans le code des investissements. Pour la partie réduction de la contribution à la charge de l'employeur, c'est le fameux impôt sur le traitement de salaire là. Donc quand vous allez avoir des facilités là, quand vous êtes à Abidjan, l'impôt sur le traitement des salaires, c'est une remise de 50% que vous avez dans le code des investissements. Pour les emplois permanents que vous créez, pas les emplois, on va dire, éphémères, mais les emplois permanents. Donc 50% de remise qu'on vous donne sur les 5 ans. Si c'est en zone B, vous avez 75% de remise. Et en zone C, vous avez 90% de remise sur l'impôt sur le traitement des salaires. Et puis, sur le revenu fiscal, là, pour tout ce qui est logement, qui est mis à la disposition du personnel, si vous allez avoir une exonération, on va dire uniquement quand vous êtes en zone C. Parce que justement, il faut quand même faire la différence avec les zones. C'est la zone C qui nous intéresse le plus. C'est la zone la moins bien lotie. Et c'est là-bas que l'État veut vraiment accompagner. Si vous réussissez à mettre des logements sur place, si vous réussissez à faire des projets dits intégrés, des projets qui quand même sont, on va dire, qui respectent tout ce qui est social, j'ai oublié le terme, mais tout ce qui est vraiment en relation avec les ressources humaines que vous recrutez, qui leur apporte justement de la sérénité au travail parce que vous voulez avoir une industrie, mais les gens ne vont pas quitter toujours Abidjan pour aller jusqu'à Dabou le matin. Ils ne vont pas aller faire le travail jusqu'à Bonois. Vous développez, on va dire, des logements à proximité, par exemple, de votre activité. En ce moment-là, l'État dit, OK, en zone C, moi, je veux accompagner. Je vais leur donner une remise totale sur tout ce qui est foncier. Le mode opératoire, je vais finir par là pour clore la partie 3. Le mode opératoire qu'il faut suivre pour pouvoir avoir ces avantages, c'est vraiment de monter un dossier technique.
hormis les différentes étapes dont on a parlé tout à l'heure, création, études d'impact, etc., etc., concrètement, pour bénéficier des mesures d'incitation du code, le tout n'est pas de créer son entreprise et de déclencher son processus d'entrée on va dire, d'équipement. Et dire, ben, je vais à la douane, comme j'ai créé l'entreprise au CPC, au guichet unique du CPC, j'ai droit justement aux exonérations. Non. Il y a un mode opératoire un peu plus corsé que ça, c'est moins simpliste qu'on le pense. Et donc, il y a de la grosse réflexion là-bas. Ce qu'il faut faire, il faut justement monter un business plan simplifié. Donc, nos équipes vous mettent à disposition des formulaires qui sont soit dans les logiciels de Microsoft Word ou Excel, en tout cas les deux mêmes Word et Excel. On vous donne Word pour tout ce qui est narration et puis Excel pour la partie financière. Vous allez présenter votre business plan, vous allez aller sur tous les différents aspects comptables et puis vous allez revenir au CPC pour que des spécialistes en analyse de dossiers puissent, au niveau du guichet unique, service code des investissements, analyser votre dossier jusqu'à sa recevabilité. Quand le dossier est recevable, il rentre maintenant dans la procédure d'analyse par un comité interministériel. Mais ce dossier, lui, va comprendre une liste d'inventaire. Et c'est la liste d'inventaire qui permet de dire voilà le type d'équipement qu'on veut pouvoir faire rentrer en Côte d'Ivoire ou bien qu'on veut acheter au plan local, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter à l'extérieur, on peut prendre ici. Et c'est quand on a dressé le tableau de tous les équipements qu'on veut acheter, les machines et consorts, qu'on le joint au dossier technique, là, à la demande officielle, et la commission interministérielle qui comprend des détachés de la douane qui sont au CPC, des détachés des impôts qui sont au CPC, et puis pour le reste du personnel CPC qui va participer au programme, dont notre directeur général et notre DGA, le chef de service du Code des investissements qui lui préside aussi à la commission, et on associe le ministère de l'Environnement pour tout ce qui est impact environnemental et le ministère technique, le ministère de tutelle. Donc si je suis dans l'immobilier, quelqu'un du ministère de la Construction va venir et on va discuter, la commission va vraiment statuer sur le dossier. En général, il n'y a pas de gros rejet, ça peut être une réorientation et en cas d'avis parfaitement favorable, vous pouvez maintenant avoir vos arrêtés qui sont signés par notre président de conseil d'administration et par le ministre du budget. À partir de là, vous pouvez rentrer maintenant en pleine jouissance des avantages qui sont consentis. On vous le notifie justement, comme je dis, par ces arrêtés-là. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette rencontre que nous avons eue ce jour? Moi, je ne dis pas grand-chose en termes de résumé. Je dis simplement que le gouvernement encourage le secteur du logement en général et puis particulièrement le secteur de l'immobilier social. Et le gouvernement attend du secteur privé que le secteur privé se lève pour réaliser vraiment de gros chantiers pour résorber le problème de la recherche constante de logement pour les Ivoiriens. On avait cette vieille notion de dire un Ivoirien, un toit, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça va revenir, un Ivoirien doit avoir un toit, et celui qui vit en Côte d'Ivoire aussi peut avoir un toit, donc il faut pouvoir réaliser cette ambition du gouvernement. Il faut réaliser donc des parcs immobiliers. Et qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il y a des facilités qui sont offertes. Il y a vraiment des encouragements qui sont cédés par l'entremise du Code des investissements au niveau du CPC à tous ceux qui sont bâtisseurs pour l'immobilier social. Et les services du CPC sont ouverts pour vous recevoir, vous accompagner dans toutes vos initiatives. Je vous remercie.
Merci bien, Madame Aolio, encore pour cette belle présentation sur le thème. Nous allons encore une fois l'applaudir parce que voilà. Merci. Nous allons passer à la série de questions. Vous avez quelques questions à poser à Madame Aolio. Elles sont disponibles. Le code d'investissement, c'est vraiment facile à avoir. Je pense qu'il faut l'allumer ici. Voilà, c'est facile à avoir. Si on avait pensé, on aurait... Je n'ai plus de carte de visite. Ça, c'est vraiment... Je pêche à ce niveau-là. J'ai commandé mes cartes. Je vais en mission. Donc, je suis en train d'attendre. Si j'avais eu des cartes, on vous aurait. Mais on peut vous donner un numéro de téléphone. Et puis, on peut vous donner un mail. Je vais vous donner les contacts de mon collaborateur. Comme je ne serai pas sur Abidjan, il pourra vous envoyer tout document nécessaire à votre bonne compréhension. On ne se propose même pas de vous donner que le code. On va vous donner le code, donc l'ordonnance, c'est tout le dispositif. L'ordonnance et tous les décrets qui l'accompagnent. On va vous donner une présentation que j'ai concoctée. En tout cas, j'ai pris soin de regarder le code et puis de vous faire quelque chose d'assez résumé. Donc, une présentation que je dis synoptique du code. On vous met ça à disposition. On vous donne également deux tableaux matriciels, donc des exonérations qui sont consenties. C'est beaucoup plus facile à voir. Tout ce que j'ai dit là, vous regardez tout de suite, vous savez ce que vous allez gagner. Et puis, en dernier lieu, on vous donne les différentes villes selon la notion du zonage. Sinon, si je veux aller faire une activité dans une zone quelconque, je ne sais pas si elle est comprise dans la zone A ou B ou C, donc j'en sais rien. Donc, c'est vraiment ces documents-là que nous nous attachons en général aux investisseurs. Je vous donne donc le mail de monsieur Aziz. Ça s'écrit A-Z-I-Z, Aziz, point. Yao, Y-A-O, arrobase, CPC. CPC s'écrit C-E-P-I-C-I, point C-I. Tout en minuscule. D'accord? On vous donne un téléphone aussi. Le mien peut être bien, mais comme je ne savais pas là, Monsieur Yao, venez donner votre téléphone. Monsieur Yao est mon collaborateur depuis le 1er mars, donc je ne connais pas encore bien son numéro de téléphone. Alors, mon contact, c'est le 87 38 83 37. Merci. C'est bon? Merci. Oui. Prenez votre micro. Deuxième question. D'accord. C'est les caractéristiques Oui. du logement social. Oui. Vous avez parlé du revenu. Celui qui accède au logement social, le revenu. Et quelles sont les caractéristiques du logement social? Il s'agit de 4 murs Oui. avec un toit. C'est ça. Jusqu'à présent, on n'a pas encore construit un logement social. Son que je connais particulièrement, il n'y a pas de logement social. Il y a un logement économique. Économique que vous avez vu. Quand c'est... On dit la CPI. Le CPC. Le CPC. Le CPC ne me dit la CPI. Il ne faut pas connaître des problèmes. C'est le CPC. Parce que c'est trop chimère. Logement social. C'est ça. Et après de 1000 à 1500 logements à Songon, on n'en comptait pas un seul. Pas un seul logement social, tout est logement économique. C'est ça. Alors, la définition, quand on avait travaillé sur le dossier à l'époque, on ne sait pas ce que ça va devenir pour les périodes à venir, parce que je vous ai dit que les coûts vont être un peu majorés. On passera de 12,5 millions à 23 millions de francs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, est-ce que ça va permettre au logement d'être un peu plus, on va dire, spacieux? Je ne peux pas savoir. Mais ce que je sais, c'est que le logement social, c'est un logement que vous bâtissez sur une superficie de 120 mètres carrés. Ça, c'est vraiment 120 mètres carrés de cours, de terrain, et vous bâtissez réellement le logement sur 90 mètres carrés. Voilà ce que le dossier thématique nous disait à l'époque. Maintenant, nos points focaux au niveau du ministère,
disent que vraiment la stratégie est en laboratoire, on a une stratégie qui va vraiment être communiquée, diffusée, promue. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu les documents pour qu'on puisse mettre à jour notre document, pour le mettre à l'attention de tout le monde. Vous pouvez donc, pour peut-être plus de détails, aller à la tour D au 7e étage. Vous pourrez aller rencontrer M. Kouala, qui est le directeur du logement. M. Kouala qui est un point focal pour moi et pour mon service. Et il peut vous aider. Et ça, c'est un des critères. Ça, c'est vraiment la partie superficielle. On a parlé de revenus et tout ça, mais c'est quel revenu même il faut avoir pour être bâtisseur pour le logement social? Voilà, donc dans les conditions qui avaient été définies à l'époque, le logement social, vraiment, c'était le logement qui s'adressait aux ménages qui n'ont pas plus de 400 000 francs CFA de revenus le mois. Au-delà, vous basculez dans le logement économique. Voilà. Donc, si vous avez 400 000 francs au moins, bien, vous pouvez aller vous enregistrer. Un dossier était déposé auprès de la CICOJ à l'époque, et c'est la CICOJ qui analysait, on va dire, le projet. Ça, c'est vraiment pour l'acquéreur. Mais moi, je pense au bâtisseur. Donc, le projet de présentation a été fait pour le bâtisseur. On va dire, c'est celui qui va bâtir, qui va bénéficier des avantages du code. Ce n'est pas l'acquéreur. Lui, il va acquérir seulement. Il ne va pas mettre en vente. Pour lui, c'est un bien dans lequel il va dormir. Il ne voit pas ça comme un investissement. Ces enfants qui vont dire, ah, notre père ou notre mère a construit, nous on est en paix. Mais lui, il voit ça comme une acquisition directe pour lui-même. C'est quand j'acquiers maintenant, on va dire un immeuble, une bâtisse particulière, et que je la mets en valeur d'une certaine manière, en faisant par exemple des centres de conférences comme c'est ici, en faisant des studios à valeur différenciée. Bon, je suis en train de mettre en valeur maintenant. En ce moment-là, je peux dire, bon, j'avais bâti, mais je vais faire une SCI, Société civile immobilière. Si je fais la SCI qui protège que mon patrimoine, ok, je suis dans la SCI qui n'est pas commerciale. Maintenant, si je veux basculer dans le commercial, je vais faire une SCI qui, elle, peut me permettre justement de vendre, de faire des transactions et tout ça. Ok? Merci, madame. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Madame Aurélio pour cette très belle conférence que vous nous avez donnée. Merci. La question est la suivante. Pour une entreprise qui a démarré sans avoir ces informations Oui. et qui est dans le logement social, Oui. est-ce qu'il y a la possibilité de revenir vers vous pour pouvoir bénéficier de ces avantages? Vous êtes madame? Madame Aka, excusez-moi. Voilà. Madame Aka, vous êtes dans votre projet depuis combien d'années? 2015. 2015. On rentre dans la 3e année. Tout à fait. Vous avez fait des investissements déjà? Oui. D'accord. Vous avez un projet de développement de vos investissements? Oui. Voilà. Donc, dans le cadre du développement de cette activité, quand je veux acheter une machine, je veux acheter un appareil, je veux agrandir un peu ma structure, pas en termes de prestations purement, on va dire, livresque, hein, mais vraiment, vraiment de rentrer dans la valeur ajoutée, de faire un travail mécanique qui nous permet de produire quelque chose. En ce moment-là, vous pouvez revenir au CPC. On va regarder avec bienveillance un dossier de développement d'activité. Donc, vous pouvez nous faire le mail à monsieur Yao, et puis vous allez indiquer tout ce que vous voulez là-dedans. On saura pouvoir remonter ça vers d'autres, ou adresser ça à d'autres services. Merci. Nous, on s'occupe d'information et de suivi. Donc, information sur tout sujet lié à l'économie en Côte d'Ivoire, pour tout domaine. Si on finit, on peut parler de temps, on n'a pas de problème. On finira, on parle de santé, il n'y a pas de problème. On va parler de projets divers. Et puis, pour ce qui est d'analyser maintenant le dossier, là, on a une équipe beaucoup plus pointue sur les questions de business plan là, pour analyser justement le dossier, la demande officielle. Vous allez vraiment faire des études, passer régulièrement, ou vous-même, ou votre comptable, parce qu'il s'agit de documents comptables. Hein. J'ai parlé de littérature, c'est bien, mais la partie comptabilité, il faut analyser, il faut ajuster les choses.
Et puis, ben, vous avez les impôts, vous avez la douane en interne, ils calculent tout avec vous, ils regardent tout. Et c'est seulement quand le dossier est recevable que ça passe en commission. Donc, il y aura un gros travail. On va dire développement, mais bon, vous recommencez le dossier, hein, on va dire après 3 ans. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Je voudrais présenter mes excuses au bureau de séance. Oui. En principe, je n'ai pas prévu pour aujourd'hui. J'ai été programmé pour le panel tout à l'heure. Oui. Mais j'avais un empêchement majeur. Et après que j'ai approché le bureau de séance, Oui. pour leur dire que j'allais remplacer à ce panel un membre de notre chambre. Ok. Vous êtes de quelle chambre? La Chambre nationale des experts immobiliers de Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, madame. Ok. Et là, par la grâce de Dieu, j'ai pu achever la dent. Oui. Je suis donc en retard. Pas grave. Encore besoin de l'officier, pas pour ma modeste personne. Au nom de la chambre. Oh. Les experts immobiliers sont intéressés Intéressé, hein? à tous les thèmes de ce qui s'est passé. Oui. Bon. Ok. Maintenant, Vous êtes excusé, hein? Vous Merci êtes tout beaucoup, excusé. madame. Vous-même et la chambre. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. D'accord. Avec votre permission, maintenant, Oui. je vais. Mon intervention va revêtir 2 volets. D'accord. Il y aura un volet qui rentre dans les débats que nous allons faire, nous faisons, pour lesquels nous sommes là. Il y aura un autre volet informatif, D'accord. dans lequel il y a un sous-volet qui va terminer par une doléance. Ah, c'est bien. Dans la chambre. Un beau programme. Merci. Merci. Alors. Alors, le premier volet, donc, j'ai dit tantôt, Oui. c'est que dans votre, pour ce que j'ai pris au passage, Oui. votre présente intervention, je vous félicite d'ailleurs, Merci. à la lumière de la question qui a été posée par notre vaste président Bamba Moussa, ici à côté de moi, Oui. sur le logement, sur les critères d'abord de classification Oui. des logements, Oui. et sur la compréhension par la CPC de la terminologie logement social. Oui. Vous avez répondu de façon claire. Alors, information. Oui. Les 90 mètres carrés, c'est la superficie du terrain ou bien la surface bâtie? C'est la surface bâtie. Ah, C'est la surface bâtie. Quand les 120 mètres sont là, c'est vraiment la superficie du terrain. donc, alors donc, je marque 120 mètres. Voilà. C'est ce que ça donne. De rien. Je vais chercher mes lunettes. Ah, c'est Comme ça. les cheveux blancs ne sont pas artificiels. Vous voyez. Et aussi pour savoir qui fait paro, C'est vrai. cheveux blancs. C'est vrai. C'est vrai. Bien. C'est vrai. Donc, 120 mètres carrés pour le terrain. Oui. Et 90 mètres carrés. Pour ceux qui sont là. Et 90 mètres carrés Pour la- la surface bâtie. Bâti. Oui. Bien. Alors, c'est en ce moment qu'on a fait un logement social. C'est ça. C'est ce que ça nous disait en 2012, 2013. Voilà. Critère 2012. Donc, on est dans le. Et maintenant, il y a une venue, mais laissez-moi aller dans mes questions. D'accord. À un moment, je vais venir. D'accord. Sur les 90 mètres carrés, Oui. c'est les critères Oui. qu'on lit au revenu à 400 000 francs minimum pour un couple ou bien pour le candidat. Un couple. Je dis le ménage. Ménage. Le ménage. Ce couple-là, Oui. c'est un couple légal ou un couple social? Bon, ça vraiment, vous allez en discuter avec. Vous pouvez noter, vous comprenez pourquoi j'ai posé la question. Il n'y a pas de problème, je Voilà, note. parce que comme nous sommes en Afrique, comme nous sommes les vieux, c'était mariage coutumier. Donc on a les papiers pour prouver qu'ils sont mariés. D'accord. Donc c'est ok. Bon, alors, les 90 mètres carrés en logement social, donc ça donne force à la remarque. C'est une remarque que le président Bamba a faite, hein. Oui. Ce n'est pas une critique. Une remarque parce que dans sa qualité d'expert, c'est son métier d'aller voir et calculer tout ça. Donc, en réalité, notamment dans le PPU, eu égard à ce que nous voyons, et au prix que vous cédez, entre 12 millions et 25 millions de logements 23. économiques. 23. Merci. Donc, le logement social, c'est bien de ces logements dont on parlait entre les années 72 et 80.
Sogefia, Oui. Sainte-Mère, etc. GESCO et Conscom. 7 000 francs, etc. Ouais. Même Péderma. C'est ça. Et la Sogefia actuelle. Oui. Sopim, Aboaké et tout ça. Voilà. Donc, eux, c'est le logement social. Social. Donc, si on relit les importantes informations que vous avez données aujourd'hui, Oui. je suis heureux que ça vienne de la part du CPC. Oui. Moi, le CPC, je voyais tous les affaires business, mais je ne voyais pas tellement cet aspect. Grâce à votre intervention aujourd'hui, en tant que professionnel de l'immobilier, mon livre me viendra, le CPC doit pouvoir être le partenaire recherché par la Chambre des experts immobiliers de Côte d'Ivoire. Vous pouvez noter ça de côté. Donc, si nous partons de ce fait, donc on ne produit plus de logement social en Côte d'Ivoire. Or, notre objectif, c'est de résoudre l'équation revenu, maison, pour les plus faibles. Je ne dis pas pour les plus pauvres. Les plus faibles, oui. C'est le matin, vous voyez comment Abidjan a embouté, tout cela, ça va au travail. C'est ça. Vous avez des 4x4 limousines, vous avez des Volvo, Il y a tout, hein. Mercedes. Donc, tout le monde est pauvre. Tout le monde cherche l'argent. C'est ça. Mais dans pauvre, là, il y a pauvre, il y a pauvre. Il y a pauvre avec grand P. Quand vous circulez, il y a des ministres Il qui y a circulent paix. avec des gyrophares, des présidents, il y a des maçons, nous tous on se circule. On est tous là-dedans. Donc, le critère de pauvreté est un peu abusif à Abidjan, Oui. surtout que ces logements qui sont construits et qui avaient fait qu'à l'époque, le président Oufou avait dissous la Sogefia, c'était qu'il y avait le détournement dans les attributions. C'est ça. Ceux qui avaient le pouvoir qui achetaient 10, 15, 20, 30 et les revendaient ou les sous-louaient sur le marché immobilier au prix du marché. C'est ça. Comme j'ai été dans ce métier-là, je sais comment ça s'est passé. Donc, je voudrais que le comité, enfin, le bureau de séance note vraiment pour leur document de synthèse. Je reviens encore à vous, madame. Oui. Alors, si le revenu minimum est 400 000, Oui. je peux, sans me tromper, de par mon statut et grâce à Dieu à mon âge, vous dire qu'il n'y a pas de maison pour quelqu'un en Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que je crois savoir que même les directeurs centraux de l'administration n'ont pas 400 000 francs par mois. Voilà, par mois. Directeurs centraux. Lui, c'est pour le ménage, hein. Donc Non, c'est non, monsieur, non. madame. J'ai dit- Ils peuvent avoir ça à Non, deux quand même. Si sa femme, par exemple, si sa À femme, par deux, exemple, à deux, ils peuvent avoir. s'il n'est pas marié, il faut qu'il ait la maison. Les 400 000, je dis ça à titre participatif. Bien Vous sûr. notez aussi, Oui. dans vos critiques, je ne juge pas. Ah oui, oh là là. Je constate. Je comprends. Donc les 400 000, Je regarde sont aussi en un disant critère que c'est pour les deux, qui hein. me paraît très élevé Oui. pour pouvoir permettre l'accession à des logements sociaux tels que définis par les critères techniques. Ceci étant dit, madame, Oui. excusez-moi d'avoir été un peu embarrassant parfois, Oh, même pas. c'est vraiment pour aboutir au fait que vraiment nous voulons à travers vous féliciter les CPC Merci. qui vraiment, parce que dans l'opinion nationale, le CPC, excusez-moi, hein, parce que vous êtes là, travaille tellement bien, nous on voit tout ce que vous faites, mais nous voyons surtout dans les business internationaux des choses comme ça. Or, vous vous occupez aussi De de tout. comment Tout, faire tout. pour que l'Ivoirien moyen pour Damda puisse avoir une maison. Tout le monde. Alors, partant de ce fait, en ma qualité de président de la Chambre, je voudrais prendre déjà rendez-vous avec vous, Ok. au nom de la Chambre, pour que nous puissions approfondir le plan technique des dossiers là même, avant même d'aller au ministère de la Construction. D'accord. Je me retourne vers le ministère de la Construction. J'espère qu'ils sont présents dans cette salle pour représenter. Bon, si c'est pas le cas, J'espère aussi. voilà, nous allons y supplier et demander au comité d'organisation de noter un peu ces points de. Je n'appelle pas insuffisance, hein. Ils peuvent être des points de faiblesse. Parce que quand on s'occupe du logement dans un pays, il y a un ministère de tutelle. Je ne suis plus là-bas il y a plus de génération. Mais c'est pour que demain, à l'édition B ou 2, le ministère de la Constitution soit partie prenante intégralement. Parce qu'ils n'ont pas fait leur jugement dans leur dos. C'est ça. Mais dans notre pays, on se connaît. Parce que demain, on dit, on a dit les experts, on dit ça, on dit ça. Nous sommes dans la critique objective. Scientifique. Donc, parce que CPC est là, s'ils étaient là, gestion de l'habitat, ou gestion de logement, ou je ne sais pas, conservation foncière, tout ça, j'espère qu'on finit demain.
Maintenant, c'est un appel au comité d'organisation qui essaie de les joindre pour qu'ils viennent nous enrichir. Parce que ce qui nous manque, c'est les informations. C'est ça. Or, tout en félicitant encore le salon de l'immobilier et la société Cutis de leur brillante initiative, en remerciant les participants qui sont venus nombreux encore ce matin. Il paraît que hier c'était encore l'après-midi la même chose, on n'a pas pu être là. Je voudrais vous remercier au nom de la Chambre nationale des experts de Côte d'Ivoire et réitérer notre demande d'audience ou de travail technique, à travers vous, avant de poursuivre nos communications. D'accord. À telle enseigne que dans notre agenda de rencontre des structures, on n'avait pas mis les CPC. Alors on voit plutôt le commerce, vendre les affaires, non. bénir les gens du Japon. Nous c'est l'investissement, donc vendre même, c'est pas tellement notre business. Bon, merci beaucoup. Donc, voilà, madame, ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes monsieur, j'ai pas retenu bien le nom. C'est monsieur Racine Ben. Ok, d'accord. Voilà. Nous sommes vendredi, sinon vous avez été Abdoulaye. D'accord. Mais je dois aller à la mosquée. Mais merci infiniment. On note bien vos remarques et puis votre demande d'audience au CPC. Par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, le CPC fait au-delà de ce que vous pensiez. Voilà, nous faisons au-delà de ce que vous pensiez. Aujourd'hui, depuis 1 an, en plus de ce que j'avais comme attribution, j'ai maintenant un renfort avec M. Yao. Donc, on rentre dans l'opérationnalisation du suivi de l'investisseur. C'est une information que je passe à tout le monde. Dans la stratégie que j'avais pensée à l'époque, c'était qu'on ne perde aucune initiative de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Que ce soit quelqu'un qui ait une idée, même très vague, du projet qu'il veut mettre en route, même quelqu'un qui arrive avec, on va dire, que l'ambition, mais même pas d'idée même en tête, et qu'on arrive avec un projet à un niveau, on va dire, de maturité différent, et qu'on arrive avec une entreprise déjà créée, mais qu'on veut faire développer, comme c'est le cas pour Madame Aka, tout le monde, en tout cas chez nous, ne doit pas être négligé, ni abandonné. Toute initiative est enregistrée. Nous avons préparé un logiciel à cet effet. On a démarré par un outil de captage de données sur toutes ces initiatives. Donc, quel que soit le secteur d'activité pour lequel l'investisseur arrive, nous le recevons, nous le renseignons. Quand nous parlons du code des investissements, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des codes différenciés pour les mines, le pétrole, l'eau, etc. Et ces codes, justement, existent. Et celui qui est dans une activité minière peut passer au CPC pour des informations. On va lui mettre à disposition le code des investissements parce que c'est un code assez transversal. Et on va lui dire, ben voilà, il y a aussi un code qui s'adresse justement à son sectoriel. C'est le code minier. Et on lui donne un petit résumé aussi là-dessus. On va sur des dispositions générales, on va sur des références réglementaires, on peut aller même en profondeur sur la politique gouvernementale pour le volet minier en Côte d'Ivoire. Et en discutant, c'est l'investisseur qui part avec des outils que nous mettons entre ses mains, donc des outils de décision qui lui permettent de dire je vais continuer la recherche d'informations, donc je vais poursuivre le montage de mon business plan ou pas. Pour ce secteur-là, c'est le même investisseur qui dit je finis par comprendre que je m'adosse plus facilement au code des investissements parce qu'il me donne beaucoup plus de facilité qu'au code minier qui lui peut-être ne m'en donne pas vraiment. Donc tout secteur d'activité, qu'il ait un sectoriel spécifique, enfin qu'il ait un code spécifique pour son sectoriel, peut bénéficier d'un accompagnement au sein du CPC et l'accompagnement peut s'étendre sur le code des investissements si l'investisseur lui-même en fait la demande. Donc ça, c'était pour répondre à M. Racine, pour lui dire, vous voyez, il y a vraiment tous les secteurs qui sont couverts, que ce soit quelqu'un qui veut faire une boulangerie
que ce soit quelqu'un dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit quelqu'un qui arrive pour faire quelque chose dans l'éthique, que ce soit quelqu'un qui arrive pour faire un atelier de couture, quelque chose dans la mode, de la maroquinerie de luxe, etc., etc., vous savez trouver auprès du CPC une oreille pour vous écouter et pour vous mettre à disposition des informations. J'ai une longue expérience dans le CPC, je suis peut-être un peu menu comme ça, mais j'ai quand même 15 ans de carrière dans le CPC, donc je peux vous dire que on a passé en revue beaucoup de secteurs et on sait pouvoir dire à l'investisseur ce qu'il a envie d'entendre au regard des textes de loi qui existent en Côte d'Ivoire. Merci. Je n'étais pas née. Merci beaucoup. Ok, on va prendre des prochaines questions et puis nous on va s'éclipser. Comme je vous ai dit que je vais à l'extérieur, je suis obligé de clore et puis allez. Ok, je me nomme Sosten Nas. Monsieur Yao. À quelle heure? Ok, on déborde un peu. Ok, allons-y, monsieur Sosten Nas. Monsieur Sosten Nas. D'accord. Donc, merci encore, madame Aolio, pour votre exposition sur le thème. Oui. Oui, comme je le disais tantôt, je suis Sosten Nas. Ma question elle est relative au fait, pour notre jeune entreprise. Oui. Nous avons une ambition, c'est de mettre en place peut-être un fonds d'investissement dans le secteur de l'immobilier. Oui, oh, ça c'est bien. Dans quelques années. Oui. Donc, de ce fait, on se demandait est-ce qu'il y avait cette possibilité-là, avec notre code d'investissement ou la réglementation au niveau de la Côte d'Ivoire, de pouvoir le faire. Dans le but, en tout cas, de soit prendre des participations dans des entreprises qui sont déjà dans l'immobilier, dans des constructions, etc. Oui. Donc, c'est pour ça la question. D'accord. Est-ce que c'est possible de le faire? Non, j'ai bien compris votre question. Ou de capter, en tout cas, des fonds dans ce sens. Voilà. Merci. Merci. Alors, j'avais donné cette information concernant le code. Je vous ai dit tous les secteurs sont éligibles à l'exception du secteur bancaire, assurance, financier et autres. Donc, pour cette activité-là particulièrement, vous n'êtes pas éligible. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais vous n'êtes pas éligible, mais ça ne veut pas dire que l'État ne vous accompagne pas quelque part. Et donc, le code ne vous donne pas d'encouragement, mais on peut vous recevoir. On reçoit tous ceux qui viennent avec un projet. On a déjà travaillé sur des questions similaires aux vôtres. On a un mode opératoire assez particulier au niveau de notre service et on sait pouvoir vous dire pour ce type de projet, avec les différentes participations que vous recherchez, on va aller sur des cas d'école, on va aller sur des schémas particuliers, des études de cas, et puis on va voir ce que ça peut donner. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse développer devant tout le monde, mais bon, je préfère toujours être très proche de ma machine. Je suis plus proche de mon ordinateur que d'autres choses. C'est là qu'il y a toute la richesse de nos recherches, et on pourra vous donner des informations plus précises. Dites-moi, est-ce que vous faites un crowdfunding? C'est ce que vous voulez mettre en place? Oui. C'est ce que vous voulez mettre en place? Effectivement, nous avons un club d'affaires. Très bien. Investi ensemble au niveau de la BRVM. Très bien. Mais dans la volonté de vouloir aussi dépasser ce niveau-là, on voulait aussi aller dans ce sens. D'accord. À la BRVM, ils vous ont rapproché du 5e compartiment? Bon, pour le moment, c'est le 3e compartiment qui est là, mais il nous donne la possibilité de mettre en place des clubs d'investissement. Très bien. D'accord. Ok, mais là, il s'agit... Vous êtes financier vous-même? Oui, à la base. D'accord. Parce que sinon, vous allez être un peu perdu. C'est très technique. Hein. C'est très technique. Donc, au niveau de la BRVM, pour aller sur le détail, la BRVM, avec son 3e compartiment, il accompagne les PME. Donc, c'est vraiment la partie petite et moyenne entreprise, parce qu'on pense toujours qu'à la Bourse régionale des valeurs mobilières, ce sont les grandes entreprises seulement qui sont cotées. Or, les petites et moyennes entreprises aussi sont cotées et elles sont logées au niveau du 3e compartiment. Quand on monte au niveau des compartiments, comme il dit, c'est comme des niveaux supérieurs. Aujourd'hui, vous savez, on fait la part belle aux petites et moyennes entreprises et donc vous allez certainement avoir comme entreprises qui vont rentrer dans votre projet des entreprises qui sont de type petite et moyenne entreprise, et ce sont celles-là, donc c'est ce type de taille d'entreprise que vous recherchez
pour être dans votre projet de crowdfunding. D'accord? Donc, vous allez avoir plus de détails avec eux, mais nous aussi, on avait déjà travaillé sur le sujet, donc je pourrais vous passer un certain nombre d'informations. Okay. Dernière question qu'on va prendre, et puis, vous ne voulez plus? D'accord. De monsieur, dans la main. Je suis Signo Joseph Kobena. D'accord. Madame, je voudrais vous dire merci pour la clarté de la conférence. On sent que vous avez parfait de votre sujet et merci de nous avoir instruits. Nous nous sommes enrichis. Je note que vous faites donc de la veille stratégique, que vous récoltez un ensemble d'informations que vous traitez, et l'américain dit information is power. Yes. Et Henri Kissinger dit que celui qui a l'information donc gagne la guerre. Et ici donc il s'agit pour nous donc de la guerre contre le sous-développement, le manque d'informations, les statistiques. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez donc un canal de diffusion de cette information aussi importante dont vous disposez? Est-ce que les institutions de l'État, notamment le ministère de la Construction, peut-être le ministère de la Solidarité, et ces grandes institutions qui sont censées implémenter la solidarité ou la vision sociale de l'État, vient à vous pour prendre ces informations? Je me demande, est-ce que vraiment cette manne est utilisée? Sinon, quelles sont les perspectives que vous avez pour aider donc, ces institutions à exploiter ces informations qui constituent une mine d'or? Merci, madame. Merci, M. Kobena. Alors, pour vous répondre, je vais aller sur la veille. Normalement, nous avons toute une politique d'intelligence économique. On a un département pour les études pour ça, mais moi-même, je suis aussi spécialiste dans le domaine. Donc, je suis sur tout ce qui est aspect collecte de données, traitement de données, production de supports d'information et puis diffusion. Et pour aller renchérir sur votre dire de tout à l'heure, vous parliez de celui qui a l'information, qui a un soi-disant pouvoir, qui gagne la guerre. Non, nous on ne pense pas comme ça avec l'intelligence économique. Dans l'intelligence économique, on vous dit, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui sait ventiler l'information. Ce n'est pas celui qui détient que l'information, qui ventile l'information, qui diffuse l'information, qui donne l'information. Vous êtes riche quand vous partagez ce que vous avez. Moi, tout ce que j'ai, je vous donne, c'est l'information que j'ai, et c'est celle-là que je sais donner à l'investisseur. Quand vous recevez un investisseur, après quelques années, qui revient, qui vous dit, c'est grâce à vos informations que j'ai pu décider, on va dire judicieusement, de faire X ou Y activité, ben vous savez que vous avez tout fait. Voilà. Vous rentrez chez vous, vous êtes peut-être très fatigué, mais vous savez que vous avez gagné la guerre. Voilà. Vous avez gagné la guerre. Vous savez que vous avez gagné la guerre. Alors ça, c'est pour le premier volet. Et puis, pour ce qui est du lien avec les administrations, oh non, ce n'est pas aux administrations de venir puiser une information chez nous. Nous faisons de l'information axée sur l'investissement privé à l'attention de l'investisseur privé. Qu'il soit potentiel ou réel, qu'il soit national comme non national, qu'il ait un petit, un moyen ou un grand projet, voilà ce que nous avons comme attribution. En général, ceux qui nous mettent à disposition des informations quand ils le peuvent, c'est vraiment les ministères. Donc nous savons tirer un certain nombre de documents, donc nous savons décrypter des tests de l'eau. Nous savons les lire, les comprendre, les analyser et les résumer. Et c'est ce qui nous permet justement. Et puis il faut être incurieux. Mais la curiosité scientifique, il faut savoir chercher. Il faut savoir interpréter les données. Si vous faites de l'analyse de données,
vous savez justement récupérer les meilleures informations qui passent, parce que des données, elles sont en général très, comme on dit, en griffe sauvage. Il faut les discipliner, et quand vous les disciplinez, vous produisez une information dite digeste. Et c'est cette information-là que vous mettez à l'attention de celui qui est en face de vous. Vous l'avez dépouillé de tout ce qui est information de trop et qui pourrait le déranger. Du coup, vous atteignez directement la cible parce que vous ne perdez pas le temps dans les forfaitures et les fioritures. Je vous remercie. Je pense qu'on va prendre une dernière question. On n'a pas pris 5. On va prendre la 5e. Le monsieur à côté avait levé la main. Voilà. On va prendre la 5e question et on aura bouclé au moins une vraie première série de questions. Bonjour Monsieur Brou, on s'était eu au téléphone. Oui, bonjour Monsieur Brou. Je n'ai pas eu l'occasion de vous voir avant. Oui, parce que effectivement, en fait, quand on était allé vous voir, oui, c'était un peu comme le conseil Ben, on s'est dit, le CPC c'est pour l'international. Et vous m'avez dit, mais non, on a des solutions pour les nationaux. C'est ça. Et qu'on est là pour aider tous les investisseurs. C'est ça. Et moi, je suis vraiment agréablement surpris de ce que j'ai appris aujourd'hui. J'ai beaucoup appris. Parce que s'il y avait eu plus de promoteurs, même, ils auraient beaucoup appris aussi. Je suis comme vous ne devez pas laisser voyager. Hein. Je suis ici, il y a plein de choses. On allait bloquer tout. Hein. Mais rassurez-vous, M. Yao est là aussi. Elle a dit C'est ça. Aller. Alors, moi, vous avez dit qu'il y a un certain nombre d'avantages qu'on peut avoir en passant par le CPC et d'autres par le ministère. Oui. Si je veux les deux, vraiment. Non, c'est pas que. Oui, Monsieur Brou, vraiment, merci de nous avoir associés, d'avoir pensé que le CPC pouvait apporter quelque chose au Salon national de l'immobilier. Et j'avoue que nous, comme on dit, on rigole. Même si je viens dans une salle qu'il n'y a que 2 personnes, moi je suis une passionnée de nature. Je suis une passionnée de nature et j'entretiens mon équipe dans ce sens. Si vous êtes 2, je passe l'information à 2 personnes. On enrichit 2 personnes. Et pour nous, 2 personnes, ça peut devenir 1000 personnes demain. Voilà, parce que pour la question de relais, donc chacun va aller dire à X, ben, j'étais à une conférence, il faut qu'on aille au CPC. Et nous recevons, en tout cas aujourd'hui, le DG a réussi à nous faire souffler un peu. On avait environ 45 000 visiteurs. Je n'avais que 3 collaborateurs. On recevait autour de 350 personnes jour. Pour tout sujet, vous ne pouvez même pas planifier une journée. Toute la journée, vous savez que vous avez 2 rendez-vous clés, mais tout le reste, c'est des gens qui arrivent, des investisseurs, des potentiels, des réels, avec des secteurs divers et variés. Il faut pouvoir leur dire quelque chose, il faut pouvoir les écouter. Puis c'est vraiment, comme on dit, l'écoute active. C'est vraiment dans les interactions que vous pouvez vous enrichir. Donc, on est vraiment nous-mêmes ravis d'être ici. Je vous ai dit au départ que je prends la parole au nom du directeur général, qui ne peut pas être présent, donc il nous demande de venir le représenter. Et c'est ensemble qu'on a regardé, il a dit c'est une première initiative. Nous-mêmes on a dit bon, on ne connaît pas Ivoire Goodies, mais ce n'est pas bien grave. Si on ne les connaît pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas croire en une initiative, parce que c'est nous-mêmes qui disons que quand c'est petit, ça peut devenir grand. Voilà, donc quand c'est petit, ça peut devenir grand. Il faut accompagner celui qui est petit, qui peut grandir demain. Voilà, il y a Archibat, qui est déjà un programme qui se tient et qui parle des questions un peu similaires, mais une autre initiative n'est pas forcément une initiative de trop. Donc il faut pouvoir l'accompagner, ce n'est pas une initiative de trop. Donc moi je pense qu'on est là. S'il y a moyen de vous dire en termes d'exonération, qu'est-ce que vous pourriez gagner au CPC, en même temps gagner l'autre côté au niveau du ministère, sachez que c'est le même ministère du budget qui gère les régies là, qui vous concède des exonérations. Hein. Donc elles ne peuvent pas vous donner 2 fois des facilités diverses. On est obligé de se rapprocher, on va dire, soit du code, soit des avantages que le ministère s'est donné. Et comme il y a la vision, on va dire, du ministre d'Isaac, qui lui-même était président du comité national de pilotage des partenariats publics-privés, voilà, vous pouvez avoir auprès de lui, en tout cas de son ministère, de son portefeuille,
pas mal d'informations sur tout ce qui est projet, même PPP, parce que je suis sûre que ça n'a pas forcément trop changé là-bas et que c'est des projets qui peuvent vous mettre à disposition à ce moment-là. On ne parle même pas, quand il s'agit de PPP, on ne parle plus davantage du ministère de tutelle, on ne parle plus davantage cédé par le CPC, on parle de contrat. Et c'est dans l'analyse de contrat maintenant que chacun va dire, moi, voilà, pour le compte de l'État, je bâtis à hauteur de temps, j'engage les dépenses jusqu'à temps, vous me remboursez dans 30 ans, mais voilà mes conditions. Donc, en ce moment-là, celui qui est bailleur, c'est lui qui gagne. Parce que c'est lui, qu'on va dire, qui fait infléchir la décision dans son sens. Voilà, donc, vous ne pouvez pas cumuler, c'est vraiment sélectif. Je vous remercie. Hein. Ok, encore des ovations pour Madame Aolio, vraiment une belle conférence. D'accord, nous sommes au thème de cette deuxième conférence. Nous donnons rendez-vous à 14h pour le panel. Merci encore à tous et bon après-midi.